De chambre, c'est un métier très dur. Moi, j'ai eu un accident du travail en 2019 en tirant un lit. À force de répéter les mêmes gestes, j'ai eu une tendinite. D'autres souffrent du syndrome du canal carpien, du dos. On nous explique parce que nous sommes noirs, explique Madame Keke. Ils se disent qu'on ne sait pas lire ni écrire, et c'est vrai pour la majorité d'entre nous qu'on ne connaît pas nos droits. Pourquoi n'y a-t-il presque aucune femme blanche dans notre métier, nous disait encore Madame Rachel Keke, femme de chambre à l'Ibis-Batignolles dans un entretien au Monde en 2020. Être payé 10,30 € brut de l'heure pour un métier physique, pour subir des discriminations sexistes et racistes, voilà le quotidien des femmes qui ont lutté pendant plusieurs années pour leurs droits à l'Ibis-Batignolles. La précarité, les horaires de travail difficiles, les risques professionnels, voilà le quotidien de nombreux Français et Françaises sur le marché de l'emploi aujourd'hui. On n'a pas tenu 14 mois pour lâcher maintenant, disait toujours la même Rachel en 2020. Et pourtant, il faudra attendre 2021 pour que leur histoire rencontre une fin heureuse. Elles ont tenu bon et leur histoire a de quoi inspirer tous ceux qui se trouvent dans leur situation, à la RATP par exemple en ce moment, où les voix des salariés se font de plus en plus entendre sur le même genre de revendications. Chez McDonald's, on en a déjà parlé ici, où les plaintes pour violences sexistes et sexuelles sont de plus en plus nombreuses. Mais combien de travailleuses n'ont pas fait encore entendre leur voix? Et elles sont trop précaires, trop pressurisées par la hiérarchie, et elles ont peur que lutter ne leur apporte que des ennuis, ou alors et elles ont déjà été licenciées pour avoir osé se plaindre. Les raisons de ne pas lutter sont nombreuses, évidemment trop nombreuses. Depuis 20 ans, nous avons été habitués à une série de défaites sociales. Nous avons appris que lutter ne sert à rien, que la résignation vaut mieux que la déception. Et puis, la victoire des femmes de chambre nous rappelle que la lutte paie parfois et apparaît comme une petite lueur d'espoir. Autour de cette lutte, il y a eu de nombreuses personnes, les femmes de chambre dont nous saluons évidemment le courage, ainsi que toute une équipe de syndicalistes, les alliés historiques des travailleuses que l'on a trop l'habitude d'entendre railler dans les médias. Ce soir, c'est l'une d'elles que nous avons l'honneur de recevoir, une de ces personnes qui, sur le terrain, au quotidien, accompagnent des travailleuses pour les aider à faire front face à la violence symbolique que leur renvoie leur hiérarchie. Pour organiser les luttes et les négociations, pour que ces travailleuses précaires se sentent finalement moins seules, pour qu'elles prennent conscience de leur pouvoir. Sans plus attendre, pardon, je l'ai raté celle-là. Sans plus attendre, je vais donc laisser la parole à Tizeri Kandi, avec qui nous allons revenir sur les événements de l'Ibis-Batignolles, mais pas seulement. Elle va nous apporter son témoignage et ses lumières sur la situation des travailleuses précaires en France, évidemment sous le gouvernement Macron, avec l'ubérisation, la flexibilisation du marché du travail. Donc, mesdames et messieurs, et autres. Merci de votre écoute. Posez vos questions précédées de la mention questions dans le chat et nous les transmettrons à notre invité dans la mesure du possible. Bonne soirée à tous. Merci Tizeri d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ton parcours? Qu'est-ce qui, toi, t'a conduit au syndicalisme et à la lutte en général, en fait? Comment tu t'es retrouvée à accompagner les femmes de l'Ibis-Batignolles et voilà. Ça peut être rapide, ça peut être long, t'as le temps. Ouais, enfin, ça peut être rapide, ça peut être long. Alors, je vais faire la version moyenne, je dirais. Donc, moi, je suis arrivée en France en 2012. Ouais. Donc, comme étudiante, j'ai commencé les études de sciences politiques à l'université de Paris 8. Donc, j'étais rapidement et syndiquée au syndicat solidaire étudiant, mais également, donc j'ai rejoint à l'époque le NPA. Enfin voilà. En master 1, j'ai commencé des recherches en fait sur la question de la sous-traitance hôtelière. Donc j'avais fait mon premier travail de recherche sur la lutte des femmes de chambre d'Arcade du groupe Accor en fait de 2002-2003. Okay. Et puis en fait en 2017, j'ai commencé à travailler sur la mobilisation des femmes de chambre du compagnie Les Premières Classes du Pont de Suresnes. Et donc j'ai commencé à suivre de plus près ce que faisait le syndicat CGT des hôtels de prestige et économique, qui avait d'ailleurs épaulé la mobilisation sur laquelle je travaillais. Et donc voilà, suite à beaucoup de suivi sur le terrain, où j'avais suivi par ailleurs la grève des femmes de chambre de Tour Eiffel, du Campanile Tour Eiffel de 2016,
Donc suite à ça, enfin, voilà, suivi que j'avais fait, donc les camarades du syndicat m'ont proposé en gros de travailler pour le syndicat. Parce que là, du coup, tu es salarié, toi, de la CGT. Tout à fait. Donc, on m'a proposé, en gros, de travailler pour le syndicat parce que, bon, voilà, ce que je faisais avait du sens, je dirais. Et le syndicat était aussi à la recherche de personnes, en fait, en gros, de permanents qui pourront travailler, faire le travail syndical, quoi, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri comme salarié à la CGT-HPE en avril 2017, d'abord à mi-temps, et puis ensuite à temps complet à partir de janvier 2018. Et je suis toujours salariée du coup du syndicat. Ok. Comme animatrice syndicale. Voilà. Est-ce que tu peux te détailler du coup ce que c'est qu'une animatrice syndicale, ou une animatrice? Alors en fait, on n'a pas vraiment de fiche de poste détaillée. Ah bah bravo la CGT. Voilà, on n'a pas elle n'est pas exhaustive, voilà, je dirais. En fait, on fait à la fois des permanences, donc on reçoit des salariés individuellement au syndicat, où on va aider les salariés à faire des courriers de réponse aux employeurs, à des courriers, par exemple, de réponse à des avertissements, des courriers de licenciement, des rappels à l'ordre, ce genre de choses. On peut aussi être amené à faire des réunions avec des salariés, donc dans des hôtels, des réunions de section. On peut préparer des grèves, des débrayages, des actions. Comment dire, ça peut être également donc monter des dossiers. Alors ça, je le fais plus, en tout cas pas autant qu'avant. Mais avant, je faisais aussi de la défense des salariés devant les juridictions prud'homales et devant la cour d'appel. Okay. Donc on défendait les salariés. Et puis voilà, en fait, il y a tout un travail entre guillemets de suivi des salariés, que ce soit individuellement, donc à travers les permanences, faire des courriers, etc. Mais aussi, voilà, checker les bulletins de paye pour voir s'il n'y a pas de problème. Parfois faire des courriers au nom du syndicat pour des sections syndicales pour interpeller l'employeur. Ça peut être, voilà, mettre en place des caisses de grève, des caisses de solidarité, écrire des tracts, organiser des actions, tenir la communication du syndicat. Donc voilà. Ok. Du coup, là, quand on a travaillé là sur l'interview avec Siaya, on a défini un peu 3 axes qu'on va prendre sur cette interview. La première partie, on va parler de l'Ibis Batignolles parce qu'il le faut et que c'est bien et que bravo à elle. Et du coup, à toi et à tes collègues qui les ont accompagnés, parce que vous étiez plusieurs, il me semble, animateurs syndicaux à les accompagner. On était 2. 2, ok. Ensuite, on va faire à un moment, on était 3, mais on est principalement 2. D'accord, ok. Donc, on va parler un peu du bilan de l'action syndicale 5 ans après la loi travail. Donc, on va revenir un peu sur la loi travail, enfin, les 2 lois travail qui se sont enchaînées. El Khomri et les ordonnances. C'est ça. C'est exactement ça. Et la partie 3, ça va être un peu plus disons, du discours libre, une discussion sur organiser un peu la défense des travailleurs et des travailleuses dans le contexte de l'ubérisation, de la flexibilité, tout ça. Comment répondre à ces 2 lois travail, en gros. Donc voilà, pour que tout le monde suive bien, est-ce que tu peux remettre un peu de contexte sur la situation particulière de l'Ibis Batignolles? Est-ce que tu peux refaire un peu l'historique rapide, encore une fois, ou lent? En fait, dans les émissions ici, j'ai pas pu te prévenir avant, mais on prend le temps. Toi, tu es peut-être fatigué par contre. Donc l'idée, c'est de prendre ton temps. C'est ton temps comme tu veux. D'accord. Les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles ont commencé à nous contacter à partir du mois de mai 2019 pour nous signaler un certain nombre de problématiques en fait, qui existent dans leur établissement, à savoir notamment du paiement à la chambre et non au temps de travail. Ce qui est illégal. Ce qui est complètement illégal. Ouais. En fait, de la mobilité extrême, c'est-à-dire parfois elles n'étaient même pas prévenues à l'avance, en gros, de la mobilité. En gros, bon, il y a des femmes de chambre qui vont se présenter à l'hôtel et à qui on va dire bah non, aujourd'hui tu bosses pas, tu vas bosser ailleurs, ce qui n'est pas légal non plus, parce qu'il y a quand même des délais de prévenance à respecter pour que les salariés puissent au moins
Se déplacer. S'organiser surtout, Ouais. en fait, prendre leurs précautions, etc. Donc, il y a ça, il y a le fait également que des salariés, enfin, il y a eu un recours au CDD qui n'était absolument pas justifié. Il y avait l'abattement sur l'assiette des cotisations sociales. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est une déduction forfaitaire de 8% qui se fait sur le salaire brut des salariés de manière complètement injustifiée, ce qui fait que au départ à la retraite ou au chômage ou en cas d'arrêt maladie, eh bien, les personnes ne vont pas être indemnisées à hauteur de 100% de leur salaire, mais elles vont être indemnisées à hauteur de 92%. Ouais, c'est D'accord. complètement illégal, mais Au c'est nom quand de même quoi? pratiqué. Au nom d'une circulaire qui date de 2012 et du fait que le secteur du nettoyage est assimilé au bâtiment. C'est un long truc qui ne tient D'accord. absolument pas parce qu'il y a quand même une jurisprudence de la Cour d'appel qui dit clairement que pour les salariés monocytes, donc qui travaillent sur un site unique, on ne peut pas pratiquer l'abattement sur l'assiette des cotisations, mais les employeurs, ils s'en foutent et ils le pratiquent quand même. Donc voilà, il y avait un certain nombre effectivement de problématiques liées à la sous-traitance. Donc la sous-traitance, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est le fait qu'un employeur, en gros là pour le cas de l'Ibis Batignolles, que l'hôtel Ibis va décider de confier une activité à un autre employeur. C'est-à-dire que, en fait, en gros, dans les faits, l'Ibis, ça va être l'employeur parce que c'est chez lui que l'activité du nettoyage va s'opérer, va se faire. Sauf que les salariés qui sont engagés pour faire ce travail-là, eh bien, ce ne sont pas juridiquement ces salariés. C'est les salariés d'une autre entreprise qui, elle, va exercer en fait une autorité en fait qui va effectivement encadrer tout ce que les hôtels vont appeler la prestation de service. La prestation de service, ça va être l'hébergement, ça va être le nettoyage et elle va être assurée par des salariés embauchés par un prestataire, donc par une entreprise de sous-traitance. Donc, c'est dans ce contexte-là que justement les femmes de chambre de l'hôtel Ibis vont se retrouver à dénoncer des pratiques qui sont bien évidemment exercées par leur employeur, donc la société STN, qui est une entreprise de nettoyage. Et en fait, voilà, on va mener des discussions sur plusieurs mois, hein, pas non plus beaucoup, pas trop longtemps, parce que bon, je reviendrai aussi pour les raisons pour lesquelles on a entamé une grève au mois de juillet, parce que j'ai envie de dire, en temps normal, on essaye de préparer un maximum les grèves, et j'expliquerai aussi pourquoi et comment. Mhm. Mais donc là, on a commencé effectivement à discuter et on a commencé bien évidemment à expliquer à ces salariés que ce qu'elles subissaient n'était absolument pas normal, que le travail à la tâche n'était pas légal, que le recours au CDD doit être justifié, que l'abattement c'était complètement illégal, que l'employeur devait mettre en place une pointeuse, qu'on devait leur fournir des tenues de travail, que l'hôtel n'avait pas le droit de leur donner des ordres, enfin un certain nombre de choses, que leurs heures supplémentaires devaient être payées, que leur qualification ne correspondait pas réellement à la qualification qu'elles devraient avoir compte tenu du travail qu'elles font. Donc voilà, en fait, Ça fait une sacrée liste quand même, hein. ouais, ça fait une Ça fait sacrée une sacrée liste. liste. Tout à fait. Et nous, si tu veux, dans ce contexte-là, il était important qu'on leur explique que tout ça n'est pas une fatalité. En fait, que ça pouvait changer et que nous avions déjà mené des luttes pour exactement les mêmes revendications, que ce soit à l'Holiday Inn de Clichy en 2017, que ce soit dans les hôtels Hyatt en 2013-2014 ou W Opéra, dans les hôtels Campanile, dans les hôtels première classe. Donc, c'est vrai qu'on a quand même une certaine expérience et on a effectivement, je dirais modestement, un certain savoir-faire aussi en termes de préparation des mobilisations, etc.
Donc, ce qu'on a expliqué assez rapidement aux salariés, ce sont deux choses. C'est que d'abord, en réalité, celui qui tire réellement les ficelles de cette situation, c'est l'hôtel. Parce qu'en fait, elles, naturellement, elles se tournent vers leur employeur juridique. C'est STN, leur employeur. Ce qui est logique. C'est logique, bien évidemment. Et donc, nous, notre rôle, c'est aussi d'expliquer la perversion de ce système qui consiste à jeter la responsabilité sur le sous-traitant, alors que c'est l'hôtel qui a décidé de sous-traiter. Alors même que c'est son activité principale. On ne parle pas d'une activité périphérique. Quand on parle d'un hôtel, le nettoyage des chambres, la prestation d'aménagement des chambres, c'est le cœur d'activité d'un établissement hôtelier, primo. Et que, en réalité, il y a un contrat commercial qui a été conclu entre le donneur d'ordre, donc l'hôtel, et le sous-traitant. Et que les termes de ce contrat commercial échappent à tout le monde. On ne sait pas combien il coûte le contrat commercial. On ne sait pas ce qui est demandé par l'hôtel au sous-traitant de faire. Et donc, ça c'est protégé par le secret des affaires, un truc comme ça, bien évidemment. Non, tout à fait. En fait, il y a de ça, mais il y a aussi, si tu veux, le fait qu'il y a un contrat commercial auquel nous, on n'a pas accès et les salariés non plus n'ont pas accès. C'est un contrat commercial entre deux entreprises. Et donc, nous, notre rôle, c'était d'expliquer aux salariés que l'employeur qu'on ne voit pas derrière, qui est le groupe Accor, était le réel employeur. C'est que pour accéder aux revendications des salariés, il fallait que le contrat commercial soit renégocié. Il fallait injecter de l'argent dans le contrat commercial de manière à permettre aux sous-traitants d'accéder aux revendications. Sinon, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points qu'on a essayé d'expliquer, que c'est le cœur d'activité, que leurs revendications sont légitimes et qu'il faut s'attaquer à l'hôtel pour espérer aboutir à un accord réellement satisfaisant. Et puis, ce qui était aussi important, c'est d'expliquer et de voir avec les femmes de chambre comment construire le rapport de force. Parce qu'il ne suffit pas que les salariés travaillent ensemble sur un même site pour constituer un collectif de travail. Non, un collectif, c'est important, si tu veux, en fait, de créer un collectif, donc par le biais notamment de la syndicalisation. Et j'ai envie de te dire, quelque part, le fait de se syndiquer ou pas, de rejoindre le syndicat ou pas, dit quelque chose sur l'état d'esprit des salariés et leur volonté à mener un combat ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un acte anodin, c'est vraiment, pour le coup, un acte d'engagement qui dit quelque chose sur la volonté de lutter, de mener un combat, etc. Et donc, nous, on a expliqué aux salariés que, en fait, si elles voulaient qu'on démarre une grève, c'était possible, sauf que il fallait effectivement s'engager syndicalement, il fallait prendre sa carte au syndicat. Et ce qu'on leur a dit aussi, c'est que dans la mesure où elles rejoignent le syndicat, ou elles deviennent membres du syndicat, le syndicat ne va pas les lâcher sur toute la durée de la mobilisation. Peu importe la durée, d'ailleurs. Que c'est elles qui décident in fine de est-ce que l'accord qu'on leur propose est satisfaisant pour elles ou pas, primo, et puis secondo, qu'on allait leur donner aussi les moyens de tenir, parce que tu te doutes bien que quand on fait une lutte de 22 mois, dans 8 mois de grève continue, c'est-à-dire avec 0 salaire pendant 8 mois, eh bien, il faut tenir, il faut quand même tenir économiquement, il faut se donner les moyens de tenir. Et nous, je reviendrai peut-être là-dessus plus en détail tout à l'heure, mais on a une caisse de grève statutaire qui nous permet d'indemniser les salariés en fonction de leur temps de travail. Donc, pendant la grève de l'Ibis des Batignolles, on a remis des chèques aux salariés grévistes de 600 à 1000 euros par mois, de manière à leur permettre de tenir. Alors, les 600 euros, c'était pour les salariés qui avaient des petits contrats de 4-5 heures. Voilà. Donc, ça pouvait être des chèques de 600, de 700, de 800 ou de 1000 euros, selon, bien évidemment, le contrat des salariés. Parce que parfois, tu peux avoir une salariée qui a un contrat de 4 heures ou de 5 heures et qui fait un autre boulot à côté. Voilà. 5 heures semaine ? Oui. Non, par jour. Ah oui, non, ok, d'accord. Non. Ok, je comprends bien. Des contrats de 20 heures, en fait. C'est des contrats de 20 heures semaine. Donc en fait, c'est ça ce qu'on leur a dit, c'est que pour créer le collectif, il fallait effectivement se syndiquer.
et que le syndicat, dans la mesure où elles sont adhérentes du syndicat, le syndicat va leur assurer une protection juridique et une protection juridique, quand je dis juridique, c'est-à-dire dans le cas où elles sont assignées en justice par les employeurs, ce qui n'a pas manqué d'ailleurs pendant la grève de l'Ibis Batignolles, eh bien en fait on assurera leur défense, comment dire, qu'on sera là en termes de conseil, mais également financièrement de manière à leur permettre de tenir face au patron. Parce que tu doutes bien, voilà, tu as des bulletins de paie à 0 €, il faut bien payer le loyer, il faut bien remplir le frigo, il faut bien nourrir les enfants, Ouais, etc. je, Donc, je, je donc, vois donc tout à voilà. fait. Donc voilà. Et du coup, ce qui était assez intéressant, c'est que les femmes de chambre se sont très rapidement syndiquées. Donc il y avait vraiment une grosse majorité des femmes de chambre qui se sont syndiquées. Et on a été un peu, j'ai envie de te dire, on n'a pas pris énormément de temps pour préparer cette grève parce que STN a eu l'idée, que je ne qualifierais pas, au mois de juillet, de commencer à convoquer 13 salariés pour des entretiens en vue de mutation sur d'autres sites. Pourquoi? Parce que ces 13 salariés étaient en restriction médicale et donc plutôt que d'adapter leur poste de travail aux restrictions médicales au vu de leurs problèmes de santé, qui sont clairement causés par le travail, la charge de travail, eh bien la société STN a décidé plutôt de procéder à des convocations à des entretiens pour pouvoir les muter sur d'autres sites. Ni vu ni connu, tu te doutes bien. Ouais, ouais. Alors, Voilà. moi j'ai pas de retenue à avoir, donc je vais me permettre de commenter, si tu me l'autorises. C'est vraiment une bande de chacals, de profiter de non seulement de la faiblesse de ces femmes, en fait, même si elles en ont fait une force après, mais de la faiblesse de ces femmes qui sont en situation de précarité et quiconque a fait déjà une grève sait ce que c'est que de vivre avec le salaire réduit, etc. Et à quel point ça met la pression déjà sur les salariés. Donc en plus, ils ont tenté de faire les casseurs de grève, Ah oui, typiquement, quoi. complètement. Ils ont tenté de faire les casseurs de grève en prétextant des raisons fallacieuses. Et donc, moi, je les trouve immondes. Mais bon. Non, non, mais clairement, parce que si tu veux, voilà, en fait, ils voulaient les muter sur d'autres sites. Et je tiens d'ailleurs à souligner un point qui me semble assez important, c'est que beaucoup de mobilisations de femmes de chambre et de salariés du nettoyage de manière générale se mobilisent ces dernières années, principalement, enfin, la goutte d'eau, la goutte qui fait déborder le vase, si on peut dire ça comme ça, c'est réellement la mobilité. Parce que les salariés voient dans les mutations, notamment pour des raisons de santé, on passe se le cacher, c'est généralement la première étape qui précède les licenciements. Parce qu'en fait, si tu veux, typiquement, tu as des salariés qui bossent là depuis 10, 15, 20 ans et pour des raisons de restrictions médicales, etc., en fait, la médecine du travail demande à ce que les postes de travail soient adaptés, à ce que la charge de travail soit baissée. Et plutôt que de faire ça sur le lieu de travail, les employeurs préfèrent les muter sur d'autres sites où elles connaissent personne pour ensuite les licencier facilement parce qu'on les mute sur des sites où elles connaissent personne, où personne ne les connaît, elles sont isolées, etc. Donc voilà. Donc, si tu veux, voilà, il y a eu 13 salariés qui étaient convoqués en vue de mutation. Et c'est vrai qu'il y avait une urgence parce que clairement, si on attendait que tout le monde soit muté, ben, c'était mort, quoi. C'était mort. Ça ne servait plus à rien, en fait, de se mobiliser. Et donc, c'est vrai que ça urgeait un peu. Et on est parti, donc on a lancé la mobilisation le 17 juillet 2019. Et je tiens à préciser aussi 2 points qui me semblent très importants, très, très, très importants même. C'est que très peu de salariés de cet établissement étaient au courant de la grève, de la date exacte de la grève. C'est-à-dire que nous, on a dit aux salariés, une fois qu'elles avaient rejoint le syndicat, se sont syndiquées, etc., on va bientôt partir en grève. Mais on n'a pas dit la date exacte, parce qu'on leur a dit, en gros, tenez-vous prête, ça va être très bientôt. Et ça a une raison. C'est pas parce qu'on est des stalles ou parce qu'on est des méchants qui voulant… mais ça tient aussi, si tu veux, à la complexité de faire grève dans ce secteur d'activité. C'est qu'il faut savoir que dans le secteur du nettoyage,
il y a sur tous les contrats des salariés ce qu'on appelle une clause de mobilité. Une clause de mobilité qui permet à l'employeur de déplacer des salariés d'un site à l'autre comme il veut. Et la société STN, c'est une société qui emploie pas moins de 4500 salariés. Et 4500 salariés qui ont des clauses de mobilité sur leur contrat de travail. Donc, typiquement, quand ils ont une grève… Sur quelle surface? Sur quelle zone géographique? Alors, la jurisprudence, elle parle déjà, indépendamment de la clause de mobilité, la jurisprudence, elle parle de la région, du bassin, enfin, de la région Île-de-France, comme un même bassin géographique d'emploi. Ouais, bon, Donc, typiquement, déjà 2h30 de transport, tu peux les mettre dans la vue, quoi. Typiquement. Et en fait, si tu veux, le problème n'est pas tellement là. Le problème, si tu veux, c'est que concrètement, alors il y a deux choses. C'est que, le contrat de travail, enfin, le droit interdit à l'employeur de remplacer les grévistes par des intérimaires ou par des CDD. Mais il n'interdit pas de remplacer des grévistes par des salariés en CDI de la même entreprise. Ouais, mais du coup, ça. Ah, d'accord. Et du coup, ils font un transfert. En gros, ils prennent des salariés en CDI pour qu'ils vont faire le taf et ils prennent d'autres salariés là-bas. Complètement. Okay. Tu vois, donc en fait. On dirait de l'évasion fiscale. Concrètement, tu as 20 salariés, allez, tu as 30 salariés sur un site qui font grève. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas faire le travail, ils ne veulent pas faire le travail. Ce que l'employeur va faire, c'est qu'il a d'autres salariés qui travaillent dans d'autres hôtels. Il va fournir une équipe de substitution qu'il va mobiliser, qu'il va envoyer sur le site pour faire le travail et donc clairement casser la grève, mais de manière légale. Que si jamais tu as un contrôle de l'inspection du travail ou de quiconque, eh bien, c'est mes salariés sont en CDI. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Non, je vois, c'est dégueulasse, mais ok. Mais c'est légal. Ils utilisent les armes qu'ils ont, quoi. Mais clairement. Et donc, clause de mobilité, la région Île-de-France est considérée comme un même bassin géographique d'emploi. Une entreprise qui a plusieurs centaines de salariés, enfin, je dis pas moins de 4000 salariés, eh bien, en fait, ils ont la possibilité de briser la grève légalement. Et donc, si tu veux, c'est très, très difficile dans ce secteur d'activité de prendre le risque que ça se sache et qu'il y ait des fuites. Et donc, que l'employeur puisse prendre ses précautions, ne serait-ce que les premiers jours. Oui, clairement, tu vois. Donc, c'est des réalités, si tu veux, qui sont liées à ce secteur d'activité que nous, pour le coup, syndicalement, on doit anticiper aussi de notre côté et prendre en considération. Parce que si tu le dis et que ça arrive aux oreilles de l'employeur, moi j'ai envie de te dire, les salariés parlent, et les gens parlent de manière générale et c'est normal, il n'y a rien de plus naturel, il n'y a rien de plus, rien de choquant là-dedans. Mais le problème, c'est que ça puisse arriver aux oreilles de l'employeur et qu'il puisse s'en servir comme une arme à briser ta grève, j'ai envie de dire, dès le départ. Donc, tu vois, j'ai un commentaire du chat qui dit c'est marrant, Satan, si t'enlèves Léa, ça fait STN. Le quoi tu dis? Satan, si t'enlèves Léa, ça fait STN. Oh, c'est méchant. Mais bon, voilà. Et donc, et en fait, alors, la première chose, donc, je rappelais un peu la réalité de ce secteur et le fait que on pouvait pas attendre pour faire grève, mais on pouvait pas non plus dire à l'avance, en fait, on va partir en grève, voilà, c'est mort, quoi. Parce que c'est trop dangereux pour la grève. Trop dangereux. Voilà, effectivement. Et en même temps, comment te dire, et en même temps, le premier jour de la grève, c'était vraiment, et je m'en rappellerai toujours, c'était vraiment un moment très, 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 très chargant en émotion. Parce que la première action qui a été faite ce jour-là par les camarades, c'était de se regrouper comme ça en cercle, en se tenant la main, et en disant un peu aux clients qui étaient là, etc., que là, elles démarraient leur grève et qu'elles tenaient comme première action de la journée à rendre hommage à leur collègue qui a été violé dans l'établissement même par l'ancien directeur de l'hôtel.
Ok. Donc, moi, si tu veux, je savais ce qui existait dans cet établissement. C'est-à-dire, j'ai vu clairement voilà, qu'on ne leur payait pas leurs heures, que les qualifications étaient en bas de l'échelle. Il y avait l'abattement sur l'assiette des cotisations sociales, il y a la mobilité, il y a leur corps abîmé, etc. Mais je ne savais pas qu'on était à ce niveau de violence, en fait. Alors, Ouais. je sais que dans Bah, l'hôtellerie, il c'est y pas a des violences surprenant, sexistes. mais c'est quand même surprenant. Ben, c'est-à-dire que tu as beau le savoir, quand ça arrive, c'est choquant quand même. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc ça a commencé comme ça, Donc quoi. moi, c'était vraiment un moment où j'étais là au mode, ok. En fait, c'était c'était assez atroce Ouais, parce que en fait, c'était vraiment, je veux dire, on n'en avait pas parlé avant. Je ne sais pas pourquoi, spécialement pourquoi on n'a pas parlé, mais c'est vrai que c'était l'apprendre ce jour-là, si tu veux, ça m'a fait parce que j'avais mené des luttes dans d'autres établissements, j'avais épaulé d'autres salariés, y compris de la société STN, hein, ailleurs, au Maturin, au Renaissance Trocadéro, au Hyatt Vendôme. Donc STN, je découvrais pas, le groupe Accor, je découvrais pas, la sous-traitance dans l'hôtellerie, je ne découvrais pas. Les problématiques sont souvent les mêmes, quasi identiques même, mais j'ai jamais été en présence d'un cas comme ça en fait. Et Hmm. si tu veux, je me suis dit, là, si elles ont décidé de sortir, faut se lever de bonne heure pour leur faire reprendre le travail sans. Enfin, je veux dire, il faut Ouais, vraiment. là, il y avait autre chose, quoi. Là, il y avait un Ah truc non, pour moi, profond. non, mais pour moi, il y avait quelque chose de très profond. Et si tu veux, si aujourd'hui elles ont osé sortir et la colère s'est réellement exprimée, elles sont descendues, c'est qu'elles sont pas prêtes à remonter sans rien. C'était évident pour moi. Ouais. Et donc voilà. C'est C'est intéressant un, d'ailleurs. c'est un peu ça le contexte. Alors, je me permets une parenthèse Vas-y, vas-y. commentaire. C'est intéressant d'ailleurs le fait que d'abord la non-mixité, ça sert à quelque chose, parce que ces femmes n'auraient jamais fait ça s'il y avait eu un homme dans leur groupe, Il y en probablement. avait un. Il Si, y en si. avait un. Bon bah écoute, tant mieux que je sois contredit. Et il était pas mal combatif, par ailleurs. Mais c'est fou d'ailleurs. Enfin, je suis estomaqué par la manière dont c'est sorti en fait. C'est vraiment. C'est voilà, comme dit Sia, c'est beau qu'elles aient eu cette initiative. C'est beau au moins que ce soit sorti. Oui, mais complètement. Et puis, si tu veux, je pense que ça dit aussi quelque chose sur ce qu'elles ont pu vivre pour mettre le silence, entre guillemets, sur cette affaire. C'est-à-dire que clairement, là, on avait assisté à un truc, tu vois, en fait, c'est comme si elle refoulait pendant des mois, voire des années, et d'un coup, ça explose, et donc il y a tout qui sort, et le premier truc qui va qu'elle tenait à dire tout de suite, dénoncer immédiatement, avant même, j'ai envie de dire, leurs conditions de travail, c'est ce qu'elle a subi, ce que leur collègue a subi sur le lieu de travail. Pour elle, moi je l'ai vécu comme ça, c'était une manière de dire, on a vécu ça, en fait. C'est atroce. Et si on a vécu ça, c'est que, en fait, en gros, vous allez voir, on va vraiment tout sortir. On va sortir tout ce Ouais. que vous nous avez fait subir pendant des années. Vous nous avez empêché de nous exprimer là-dessus. Vous nous avez privé, y compris, de solidarité envers notre collègue. Et bien là, aujourd'hui, on a enfin la possibilité de le dénoncer, ben on veut le faire. Ouais. C'était vraiment un moment de très, très grande émotion. Vraiment. Ouais, j'en doute pas, ouais. Effectivement, c'est le genre de choses dont tu te souviendras toute ta vie, probablement. Ouais, complètement. Euh, ok, bon, est-ce que. Ouais, bah du coup, t'as répondu un peu à la question que j'avais après, qui était quel a été toi ton rôle là-dedans? Bah du coup, tu l'as expliqué tout en expliquant la lutte. Oui, pour moi, c'est un peu. Comment t'expliquer? Pour moi, c'est un peu lié, en fait. C'est-à-dire que dans la préparation de la lettre, je pense que, en fait, grâce un peu à une certaine expertise que notre syndicat a accumulée, en fait, à travers des luttes, à travers de l'accompagnement individuel et collectif des salariés, que ce soit, comme je te disais, devant les juridictions, différentes juridictions, mais également, en fait, durant des mobilisations, des grèves,
eh bien, en fait, on est un peu là pour épauler, pour apporter quelque chose, pour aider à réfléchir collectivement, pour essayer de, comment dire, de guider, parce que, enfin, pas de guider en mode nous sommes l'avant-garde et tout le monde suit, pas du tout, mais on est là vraiment pour anticiper par moment, être Apporter votre là, expérience. apporter une certaine expérience et puis conseiller. Peut-être, tu vois, en fait, dire oui, ça, c'est très bien de l'avoir dit, etc. Mais vous savez, il y a aussi d'autres trucs. Et en fait, moi, c'est comme ça que je vois mon rôle, en fait, honnêtement. Notre rôle, en fait, en tout cas en tant que structure syndicale, c'est, comment dire, c'est d'œuvrer avec nos moyens et un peu avec notre expérience qui s'enrichit aussi de jour en jour, hein, parce que pendant la grève de l'Ibis Batignolles, on a beaucoup appris aussi. Hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus une espèce d'avant-garde illuminée qui est juste là, en fait, pour émettre un savoir-faire déjà préétabli. Pas du Oui, tout. puis j'imagine que les patrons en face acquièrent aussi un savoir-faire et font évoluer leurs pratiques d'oppression Complètement. salariale. Enfin, donc il faut s'adapter à chaque fois. Complètement, complètement. Et si tu veux, eh bien, en fait, notre rôle, c'était ça. Notre rôle, c'était compris, en fait, d'organiser des actions. Typiquement, par exemple, et là, j'aimerais bien dire deux mots aussi sur les actions. Enfin, la grève, pour résumer un peu la grève, il y a eu, je dirais, il y a eu 3 temps dans la grève. Il y a eu la première période qui allait du mois de juillet, voire même plusieurs moments. Je ne vais pas donner de chiffres. Alors, il y avait une période qui va du mois de juillet, du 17 juillet, du coup, jusqu'au mois de mi-octobre, par là, où c'était un peu l'euphorie. On était vraiment très, très soutenus. Il y avait les médias qui étaient extrêmement présents. Les organisations féministes, antiracistes aussi, en fait, qui étaient donc les organisations politiques d'extrême gauche, les organisations syndicales, qui étaient extrêmement présentes. Donc là, on a mené des actions, on a fait donc des rassemblements, des occupations de halls d'hôtel, etc. Et après, il y avait de la mi-octobre jusqu'à mi-décembre, où c'était un peu la traversée du désert. Hein. C'était vraiment plus autant de médias qu'avant, plus autant de présence qu'avant, le froid qui commence à s'installer, la pluie, le manque d'argent, parce que en fait, clairement, les soutiens financiers étaient pas des masses. Donc, c'est vrai que, voilà, en fait, puis il y avait aussi quelques salariés qui commençaient à reprendre le travail. Les syndicats du nettoyage qui sont complètement corrompus, CGT comprise, donc qui faisaient reprendre le travail aux femmes de chambre, allant jusqu'à appeler parfois les maris des femmes de chambre pour qu'ils obligent leurs femmes à reprendre le travail en disant bon, vous voyez, ça fait 3-4 mois que ça donne rien, ça va rien donner, Accor ne lâchera strictement rien. Et ça, c'était des délégués CGT qui faisaient ça? Ah oui, complètement. CGT propreté, oui. D'accord. Qui venaient sur le piquet. Alors, c'était le moment où j'ai découvert que pas marié, c'était une insulte à mon égard. Ok. D'accord, ok. Voilà, je me suis fait traiter de tous les noms. Mon collègue, pareil. Hein, on était, voilà. Mais bon, on a pu quand même, entre guillemets, assurer. Sachant qu'à partir de décembre, donc de mi-décembre, on était 20 femmes de chambre. Alors qu'au départ, elles étaient 34. Ouais, ils avaient réussi à casser la moitié quand même. Hein. Bah, quand même, 14 salariés sur 34, c'est pas mal. Donc c'est vrai que voilà, c'était une période où, disons que le moral n'était pas au top. Et puis, on va quand même se dire aussi les choses. Sur un piquet de grève, quand tu tiens un piquet de grève quasiment tous les jours avec une seule journée de repos du matin au soir, enfin du matin au soir, de 9h jusqu'à 16h, qu'il commence à pleuvoir, que tu vois pas le bout, que des délégués du nettoyage viennent briser ta grève, te mettre des coups au moral, tu vois que Accor et STN ne lâchent rien, qu'on a un huissier de justice qui est là
On continue sur le piquet de grève qu'on a été assigné en justice 2 ou 3 fois par le groupe Accor. Pourquoi Par l'huissier le de groupe. justice? Ben, en fait, si tu veux, l'huissier de justice, c'est pour constater combien de décibels y a-t-il dans le bruit qu'on fait avec, tu sais, les D'accord, tambours. donc il cherche la moindre Ah faille. non, mais la moindre faille. Ah non, Ça doit non, être long absolument. pour lui aussi la journée, ça doit vraiment Ouais, un taf de mais merde. moi, j'ai envie de te dire, quand même, à 150 € de l'heure, c'est pas mal. Ah ouais, non, effectivement, c'est pas mal payé. Mais bon. L'un dans l'autre, c'est pas trop mal. Donc, c'est vrai que c'était assez difficile, surtout que en décembre, on a eu quand même une décision de justice qui était tombée, qui nous interdisait en gros de faire du bruit à plus de 70 décibels. Ça, c'était vraiment un coup Ouais. dur. Parce que là, quand je parle, je suis au moins à 90. Ouais, non, mais ça monte vite normalement, ouais. Bah ouais, tu vois. Donc, un scooter qui démarre, c'est au moyen 120. Ouais, d'accord, donc c'est ça. Donc vous avez fait grève en chuchotant, quoi. Voilà, Très bien. voilà, tu vois. Et donc, et puis il y avait ça, et puis il y avait également le fait qu'on nous interdisait aussi de mettre des confettis par terre. On avait aussi droit à la police qui venait parce que les riverains se plaignent. Enfin, Ouais. c'était fatigant. Là, octobre, décembre, franchement, c'était quand même assez. C'était dur. C'était sacrément dur. Et à partir du mois de décembre, donc il y avait notamment la mobilisation pour les retraites, enfin contre la réforme des retraites, justement. Et là, on a commencé à tisser des liens de solidarité avec d'autres secteurs en lutte, que ce soit la RATP. Il y avait les camarades de Monoprix qui étaient avec nous dès le début. Donc, avec eux, on a vraiment tissé des liens de solidarité vraiment rapidement dès le début. On a Ouais. continué, voilà. Alors, je vais faire une incise information pour les spectateurs, parce que je pense que toi, tu dois être au courant. Monoprix, il faut savoir que c'est Monoprix qui est embauché dans les prisons, très souvent, pas à chaque fois, mais qui sont exploités à être payés 1 € quelque chose de l'heure, des choses comme ça. Donc je sais que ça c'est le cas par exemple à la prison de Rennes. Alors je sais pas si c'est pareil, je sais pas exactement à quel point c'est délégué comme ça dans les prisons, mais il y a des liens entre les, 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 les pratiques salariales en prison qui sont absolument immondes. Je suppose qu'on essaiera d'avoir quelqu'un sur la chaîne à ce sujet-là. Je peux rien promettre, mais j'espère qu'on aura quelqu'un pour en parler. Je te laisse reprendre, excuse-moi. Non, non, pas de problème. Donc, je disais, voilà, enfin, c'était vraiment la période pendant laquelle on a quand même commencé pas mal à tisser des liens de solidarité, en fait, avec d'autres groupes en lutte. Et puis, en fait, on participait aux différentes manifestations donc, contre la réforme des retraites. Et donc, en fait, on mettait en place des collectes pour la caisse de grève aussi. Donc, c'était vraiment, pour le coup, comment te dire, décembre, janvier, février jusqu'à mi-mars. C'était voilà, de la grande solidarité, des actions, etc. Et c'était vraiment très, très bien jusqu'au mois de mars, donc Ouais. mi-mars, où il y a eu la pandémie, Ouais. confinement. Donc, coup d'arrêt pour le coup, pour tout, en fait, tout confinement. Ouais. Comment Je ça se sais pas gère quoi. justement une grève pendant le confinement? Eh bien, en fait, c'était pas très difficile dans la mesure où, si tu veux, alors d'abord, le collectif était déjà sur place, les moyens, donc le collectif était là, les liens étaient déjà présents. Depuis presque un an en plus là. Ouais, là, ça faisait genre 8 mois qu'on était en grève continue et tout. Et donc, si tu veux, avec un groupe vraiment solide, des groupes WhatsApp de communication, un groupe, comment dire, un comité de soutien, etc. Donc, si tu veux, il y avait un cadre qui existait. Et c'est vrai que mon collègue Claude Lévy a eu une idée absolument géniale, en fait, à ce moment-là. C'était de proposer aux camarades grévistes, comme on ne savait pas si, en fait, combien de temps allait durer le confinement, combien de temps ça allait durer, comment dire, si on pouvait se déplacer ou pas, si on allait avoir assez de soutien financier pour tenir ou pas.
Enfin voilà, il y avait quand même beaucoup d'incertitudes, sachant qu'on savait très bien, par contre, qu'on pouvait plus faire d'action, on pouvait plus se réunir, se regrouper, etc. En fait, ce qu'il a eu comme idée, c'était de proposer aux grévistes de suspendre leur grève. Mhm. Sachant on a appris quand même que l'hôtel allait fermer ses portes le lendemain. Donc le 15, le 16, il allait fermer ses portes. Et donc, en fait, on a réuni tout le monde. Hein, ça nous a valu d'ailleurs quelques petites animosités avec, y compris parfois certains soutiens, hein, donc de la grève. Donc, on a réuni les salariés, on a réuni les femmes de chambre de l'hôtel de Ibis, Batignolles, qui étaient jusque-là en grève, et on leur a proposé de suspendre leur grève. C'est-à-dire, en gros, d'écrire un courrier à l'employeur pour dire par la présente, je vous informe que je ne suis plus en grève à compter d'aujourd'hui, à compter de demain, je ne me rappelle plus des termes exacts. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était de dire, alors, je parle de suspension de grève, mais nous, ce qui a été dit à ce moment-là à l'employeur, c'est qu'on arrêtait la grève. Alors, l'objectif de cette opération, c'était que les femmes de chambre soient incluses dans le plan de chômage partiel. Oui, Parce que l'hôtel, de toute façon, allait fermer. Ça permettait de garder des salaires tout en ayant l'activité annulée, quoi. Tout à fait. Okay. De toute façon, l'hôtel était fermé et c'était un moyen d'être inclus par l'employeur dans le plan de chômage partiel. Et donc, comme les actions, ne pouvaient plus être faites, mais qu'on pouvait quand même continuer à réfléchir à l'après confinement, et aussi de prendre des forces, parce que mine de rien, le premier confinement, il a fait quand même un peu de bien à beaucoup de gens. Je confirme. Moi, j'en fais partie en tout cas. Je confirme. Après, c'est plus aléatoire quand il y a de la famille. Bien évidemment. Mais en tout cas, pour ce qui est de nous, c'est vrai qu'on avait vraiment un rythme très très soutenu. Et en fait, pour le coup, on a repris un peu nos forces, quoi, j'ai envie de dire. Parce que la grève, c'est dur, contrairement à ce qui peut être dit à droite à gauche. La grève, c'est dur. Tout à fait. C'est très difficile de la tenir. Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc, c'est vrai que, si tu veux, voilà, pendant toute cette période-là, donc on était en confinement. Et à partir du mois de juin, juillet, on a commencé à reprendre ponctuellement les actions. Donc, on a fait d'abord une AG avec l'ensemble des salariés pour voir un peu, parce que mars, avril, mai, juin, on se disait, il faut quand même d'abord qu'on fasse une réunion avec les salariés pour voir ce qu'elles pensent, qu'est-ce qu'elles veulent faire, est-ce qu'elles sont toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de continuer les actions ou pas. Oui, parce que remobiliser derrière, c'est aussi difficile, du coup. Tout à fait. Donc, nous, en fait, on a appelé toutes les copines à venir en assemblée générale pour recueillir l'avis de tout le monde. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'avis de tout le monde, c'était de dire, nous sommes en chômage partiel. De toute façon, tout le monde parle d'un éventuel reconfinement. La pandémie est toujours là dans l'air. Et donc, si on peut faire des actions ponctuellement pour essayer de les ramener vers la table des négociations, on va le faire. Mais nous, de toute façon, pour nous, il est hors de question de reprendre le travail sans rien. Donc, on a continué à mener des actions à gauche, à droite, etc. Et en fait, au mois de septembre, donc 2020, STN a rappelé l'ensemble des anciennes grévistes, mais uniquement les anciennes grévistes. Hein, parce qu'en fait, sur le site, il a en moyenne 40 à 45 salariés. Et sur les 45 salariés qui travaillent habituellement sur le site, il a rappelé que les 20 qui étaient anciennement en grève pour leur demander, en gros, de venir reprendre le travail, alors que le taux d'occupation de l'hôtel ne dépassait pas les 10%. Donc là-dessus. Donc ils les ont fait travailler, elles, en priorité, quoi. Okay. Donc c'était quand même très très louche, sachant qu'il n'y avait pas assez de travail pour les 20 personnes. C'était mort, c'était impossible. Donc là-dessus, le syndicat, donc on a déposé 20 dossiers en référé pour discrimination syndicale, en disant clairement que c'était les anciennes grévistes à qui on a demandé de reprendre le travail, alors qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, et que l'objectif de l'opération, c'était de leur faire reprendre le travail, de leur faire plutôt reprendre la grève et les actions, parce qu'on savait, l'employeur savait, quand même se doutait bien qu'elles n'allaient pas remonter sans rien, etc. D'accord. Donc là-dessus, ils ont reculé et ils les ont remises dans le plan de chômage partiel. Donc si tu veux,
de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, jusqu'au mois de mai, 9 mois, on a continué à faire des actions quasiment en moyenne 2-3 fois par semaine, d'occupation de hall d'hôtel, comment dire, voilà, on a fait C'est un des actions clip. ponctuelles qui font que ça peut pas compter en Ah oui. gréviste, jour de grève ou machin, mais qui a permis de sauver leur emploi, quoi. Ouais, et en fait, si tu veux, leur salaire. voilà, en fait, quelque part, elles étaient en plan de chômage partiel, donc économiquement, financièrement parlant, j'ai envie de te dire, no suicide. C'était indemnisé par l'État, très bien. Et nous, en fait, on faisait des actions ponctuelles, et ce qu'on faisait, c'était qu'on ciblait des hôtels, notamment de luxe, ouverts, et en fait, on faisait des actions donc ponctuelles, donc il n'y avait pas d'huissier, il n'y avait rien. On ciblait un hôtel, on appelait pour se faire passer pour des clients. Enfin, on se faisait passer pour des clients et en gros, en fait, on s'assurait que l'hôtel était bien ouvert et on débarquait à 10, 15, 20, 30, ça dépend, et avec des confettis, des mégaphones, et on foutait le dawa dans les halls. C'est très sympathique. Bah, les keufs, quand ils venaient, ils nous disaient qu'est-ce qui se passe, et nous on disait bah, c'est un conflit du travail. Et donc eux, ils s'assuraient que il n'y avait pas de casse, il n'y avait pas de saccage, il n'y avait rien, il n'y avait que des confettis par terre, c'était un conflit du travail. Je dis, ok, nos problèmes, tout se passe bien, donc voilà. Donc c'était assez cool. Puis en fait, on avait vraiment de plus en plus de soutien, notamment des politiques, etc. Donc ça, c'est sur le plan action. Et puis en fait, on a mené aussi 2 autres types d'actions qui n'étaient pas des moindres. C'est que, en fait, on a contacté un avocat qui est spécialiste des questions de discrimination, notamment sexiste et raciale, maître Slim Benachour. Donc en fait, on a préparé 20 dossiers au prud'homme où il y avait une plainte contre le groupe Accor et la société STN sur la question de la discrimination sexiste et raciale. Il faut savoir aussi que le groupe Accor a été épinglé par 2 fois par des études des différents gouvernements, sous Hollande et là sous Macron en février 2020, pour discrimination raciale à l'embauche. Donc, pour qu'ils soient plus ni même sous Macron, c'est quand même que. Voilà, c'est quand même qu'ils ont un certain niveau, quoi, tu vois. Ouais. Donc en fait, là-dessus, il y avait une action qui a été menée, en fait, j'ai envie de te dire, sur le terrain de la justice pour exercer une pression sur Accor. On a continué à mener une campagne de médiatisation, donc la communication était plutôt bien gérée. Voilà, mon collègue me dira les fleurs sont pas chères. Voilà, donc la communication était plutôt bien gérée de ce point de vue-là. Et il y avait aussi un autre truc qui me semble assez important, c'est que on n'a pas cessé de solliciter la directe. Donc, si vous voulez, c'est la direction régionale en fait qui gère l'inspection du travail en fait, hein, les relations, voilà. DIRE de CETE, c'est ça? Tout à fait. Donc, on les a contactés pour organiser une réunion de médiation avec et le syndicat, et le groupe Accor, et la société STN, et la directe, et l'État. Et donc, c'est vrai qu'après de multiples relances, on a quand même réussi à avoir cette réunion de médiation. Mais c'est vrai que, comment te dire, quelque part, on n'a pas lâché. On a vraiment essayé de mobiliser un maximum d'acteurs en fait autour de la table pour essayer effectivement d'avoir à la fois de faire connaître la grève, de faire connaître la lutte. Il y avait quand même une pétition qui a été lancée en ligne qui avait récolté plus de 120 000 signatures. J'étais en femme de chambre de l'Ibis Batignolles. Le directeur du groupe Accor, Sébastien Bazin, qui se faisait systématiquement interpeller, que ce soit par des journalistes ou même par des gens, en fait, en disant voilà, il y a la lutte des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles que vous sous-traitez, qui dénoncent depuis plus d'1 an leurs conditions de travail, ce qu'elles vivent, etc. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Donc, si tu veux, voilà, il y avait ça. Et puis, à partir du mois de mai,
même fin avril, début mai, c'est vrai que les hôtels commençaient déjà à réfléchir au plan de réouverture des établissements hôteliers. Ouais. Et clairement, en fait, il y avait des aménagements maintenant du confinement. Et donc, Accor ne voulait pas rater sa rentrée. Il voulait pas prendre le risque, en gros, de se voir saloper ses halls d'hôtel comme ça au pif 2-3 fois par semaine par Ouais. un groupe de personnes mobilisées. Donc voilà, tout ça, effectivement, a joué en notre faveur, en la faveur des femmes de chambre de l'Ibis. Et c'est comme ça qu'on a réussi à les faire venir à la table des négociations, mais également à négocier sérieusement. Parce qu'il y a eu Parce 4 qu'ils n'étaient pas venus réunions. avant encore? Ben, avant, il y avait les premières réunions de négociation. Si tu veux, la première réunion de négociation a commencé le 5 février 2021. Il n'y en avait pas eu avant du tout. Ah non, il y avait quelques réunions de négociation avec STN, mais uniquement STN, qui proposait vraiment des cacahuètes, quoi. Ouais. Et quand je te dis des cacahuètes, je pèse mes mots. Alors, les mecs, ils proposaient 2 € d'indemnité nourriture et une canette, s'il vous plaît. Par jour? Canette. Ouais, non, mais d'accord. Ok. Tu vois, le niveau, quoi. Non, mais ouais, d'accord. D'accord. Ok, je vois bien. Et bah, wow. Et c'était important, si tu veux, même si ça faisait plusieurs mois qu'on était en grève, eh bien, en fait, et puis on lutte parce qu'après, elles étaient en chômage partiel, comme je l'avais expliqué. Mais il fallait quand même, pendant les réunions de négociation, tenir le cap. Et je veux dire, avec les pas femmes. flancher, qu'il n'y en ait pas une non. qui rompe le rang ou tout ça, quoi. Pas du tout. Pas du tout. En fait, on a vraiment tenu banc. Parce que, en fait, les femmes de chambre, si tu veux, pour te montrer un peu le niveau de détermination, certaines femmes de chambre disaient je préfère démissionner plutôt que de me remonter sans rien. Ouais, ok. J'ai trop mis dans émotionnellement, il y avait un truc où j'ai trop mis dans cette lutte pour repartir avec rien. Parenthèse d'ailleurs, ne démissionnez jamais. Soit vous demandez une rupture conventionnelle, soit vous faites un abandon de poste. Voilà. Tout à fait, parce que quand vous démissionnez, eh bien, vous n'avez pas le droit au chômage, par Exactement. exemple. Donc, même si vous êtes sûr, même si vous allez sur un taf sûr derrière, s'il n'y a pas de rupture conventionnelle, à la limite à l'oral, vous pouvez informer, dire à l'employeur si ça se passe bien, écoute, moi j'ai pas le choix. Je me protège. Voilà. Voilà, au pire, il va vous licencier, puis après, vous aurez vos droits, quoi, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Non, je me permets de mettre l'incise puisque la question a été posée. Et ça me permet d'enchaîner un peu parce que bon, on a eu un bon gros tableau. Oui. Qui est, vous voyez, qui permet de voir comment ça s'organise une lutte. Ça s'organise au jour le jour, avec les moyens qu'on a et comme on peut. Est-ce que tu veux que je cache ta caméra ou Du coup, je vais reprendre un peu les questions parce qu'il y en a pas mal depuis tout à l'heure, mais je voulais pas interrompre parce que ça me semblait trop intéressant et important ce qui était en train de se dire. Alors d'abord, merci au Modo d'avoir géré l'arrivée des bots, machin, parce qu'il y a eu, bref, tu t'en fiches. Il y a eu du bazar sur le chat. Donc merci au Modo d'avoir géré. Du coup, il y a plusieurs questions qui reviennent jusqu'au début de notre discussion. Donc la première, c'est on peut être salarié d'un syndicat et du coup, est-ce qu'il y a un syndicat des salariés du syndicat? Bonne question. Eh bien, figure-toi que je sais pas, ça doit exister. Mais moi, je suis syndiquée dans mon syndicat. je suis le seul exemple. En fait, je suis à la fois, je suis salariée chez mon employeur, si on peut dire comme ça. C'est hyper chelou. Mais non, enfin, je veux dire, mais honnêtement, c'est plutôt une bonne question. En fait. Mais non, mais de fait, tout à l'heure, tu as décrit des casseurs de grève au sein de la CGT, des trucs comme ça. Oui, mais attention, moi, je suis pas salariée. Non, attends, du coup. Moi, je suis pas salariée de Montreuil, en fait. Je suis pas salariée de la Confédération. En fait, à la CGT, si tu veux, on a ce qu'on appelle le principe d'autonomie des syndicats. C'est-à-dire que chacun gère sa structure en interne, quoi. C'est-à-dire, moi, le syndicat pour lequel je travaille, donc le syndicat CGT des hôtels de prestige économique, c'est un syndicat de base. C'est pas,
une hiérarchie, enfin une structure, voilà, c'est vraiment une structure de base, quoi, qui syndique des salariés, voilà. Et mon syndicat a un bureau, une commission exécutive, et D'accord. donc voilà, enfin, il y Donc a une gestion interne. ton N+3, c'est pas Philippe Martinez, quoi. Non, 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 j'ai aucun rapport avec Martinez, ni aucun lien Ok. hiérarchique Non, mais c'est bien, c'est avec intéressant lui. de Non, voir non, ça. non, aucun. Non, 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 vraiment aucun. J'ai strictement zéro compte à rendre à Martinez, en tout cas sur mon activité syndicale. Voilà. Après, bien évidemment, notre syndicat, et ça par contre c'est important aussi de le dire, c'est qu'on est à la CGT. Si on est à la CGT, c'est qu'aussi on partage les valeurs de la CGT. Hmm. Donc, en fait, les statuts de la CGT, donc de la Confédération, eh bien, en fait, ils s'imposent à nous, Oui. de fait. Oui, ce qui est logique. Bah oui, bien évidemment. Enfin, je veux dire, notre syndicat est adhérent de la Confédération générale du travail, donc de la CGT. Nous, bien évidemment, on se reconnaît dans les principes du syndicalisme de la CGT que prône la CGT. Par exemple, typiquement, pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'extrême droite, clairement, il est inenvisageable pour nous qu'on ait dans nos rangs, je sais pas, des fachos, quoi, par exemple. Oui, bah, oui, Voilà. bah, dans les statuts d'ailleurs de la CGT, il me semble qu'il y a révolution, il y a les termes révolution, il y a syndicat révolutionnaire ou un truc comme ça. Après j'avais lu les statuts, c'était peut-être Alors, je te dis pas. honnêtement, je les connais pas non plus par cœur, Non, bah, mais donc je m'en doute. en tout cas, voilà. En tout cas, nous, on partage quand même des valeurs et de fraternité et d'égalité contre le sexisme et contre le racisme et pour l'amélioration des conditions de travail des salariés. Voilà, enfin, je veux dire, on est un syndicat comme le veut pour le coup les principes du mouvement ouvrier Oui, oui, non, depuis la vous êtes. création du syndicalisme en Alors, France. moi, je vais me permettre de dire un truc que peut-être que toi, tu peux pas te dire, même si ça va me permettre de reposer une autre question que je me posais. C'était, avant, je vais poser la question du coup, est-ce que il y avait d'autres syndicats avec vous? Ah oui, Est-ce qu'il y avait du CFDT, du Sud, du FO, du. CFDT non. Non, je suis pas surpris. Non, on ne sait pas pourquoi, mais non. Non, non, pas de CFDT, mais Sud, oui. Oui, enfin, toute. Je suis pas Je surpris n'ai non pas plus. surpris non plus. Voilà. Bah, Hein. j'imagine. Non, non, non. En fait, Solidaire et Sud, franchement, je veux dire, c'est quand même une organisation qui nous a soutenus du début à la fin. Je pense notamment à Sud Informatique, je crois, si je suis quasi sûre, en fait, qui nous a fait un chèque de solidarité. Il y avait les camarades de Sudrail qui nous donnaient une immense salle dans leur local pour se réunir à chaque fois qu'on le voulait, qui, comment dire, abritait notre matériel syndical, puisque leur local était vraiment à 10 minutes de l'hôtel Ibis. Donc, ils nous ont vraiment permis en fait de faire ça. Et puis, en fait, on discutait assez régulièrement avec elle et avec eux. Ils venaient sur nos rassemblements, sur nos actions, etc. Donc, oui, en fait, voilà, il y a eu vraiment un soutien assez important de Solidaire, que ce soit Sudrail, Sud Commerce, comment dire, la fédération, donc CGT, pas Sud Commerce, il y avait également, après, en fait, quand on parle de la CGT, bon, c'est pas très, c'est pas, comment. Ah bah, par exemple, typiquement, Martinez, il a jamais mis ses pieds sur le piquet de grève, quoi. Alors qu'il a été interpellé je ne sais combien de fois. Il a Ouais. jamais mis les pieds, ni aucun membre d'ailleurs de la Confédération, hein. Walou, rien. Ouais. Il y en avait même qui mettaient des bâtons dans les roues. Je pense notamment à l'UD-CGT de Paris, l'Union départementale CGT de Paris, Mhm. qui a eu dont les dirigeants ont eu un comportement pour le moins antisyndical dans le cadre de cette Carrément. grève. Oui, clairement. Par exemple, ils nous ont retiré nos mandats de défenseurs syndicaux à moi
mon collègue de manière à ce qu'on puisse pas défendre les salariés devant les juridictions prud'homales, la cour d'appel. Par D'accord. exemple, Parce que. pour des problèmes internes, pour des divergences comment dire, en mode de fonctionnement. C'est-à-dire que, si tu veux, quelque part, si moi aujourd'hui, ou même mon collègue, ou même n'importe quel adhérent de notre syndicat a aujourd'hui la possibilité de parler librement, y compris de ce qui se passe à la CGT, et de te dire clairement, voilà, parfois il se passe des drôles de choses à la CGT, c'est aussi parce que quelque part on a les moyens de notre indépendance. Ouais. Donc, comme je t'avais dit tout à l'heure, moi je n'ai aucun compte à rendre à Martinez, dans la mesure où j'applique et je respecte les valeurs de la CGT, mais les vraies valeurs. Voilà. Celles qui sont sur les statuts. Voilà, tout à fait. Je brise pas de grève, voilà, toutes les valeurs, quoi. Et en fait, voilà, concrètement, ça, typiquement, ça a un peu emmerdé au plus haut point. Quand tu es indépendant et que tu peux dire merde. Mais non, enfin, mais nous, on est très, on est compris très à l'aise avec ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un syndicat qui s'appelle la CGT Propreté qui vient briser ta grève. Il y a de quoi être énervé. Je veux dire, moi je peux pas dire, enfin même les propos du genre, ouais mais il faut laver le sale linge à la maison, dans la famille. Non. Alors, pour rappel, pour le chat et les spectateurs, c'est un move de patronat de dire ça. Non, mais on règle ça entre nous, hein. Ça, c'est vraiment sale de dire ça. Et venant de la part d'un syndicat, c'est vrai que ça fait. Non, mais même, j'ai envie de te dire un peu pire, en fait, dans notamment les affaires MeToo, inceste, on a bien vu ce que ça donne la famille, en fait. Hein, je veux dire, je veux dire, la famille, c'est plutôt la loi du silence, en fait. C'est le respect des aînés, c'est ne pas. Voilà. Si on caricature, pardon pour les Corses, hein, mais on dit c'est la famille. Voilà, c'est ça. C'est ça, régler ses affaires en famille. Hein? Je ne me permettrai pas de dire ça pour les Corses, mais bon. C'est parce que je suis breton, je me permets. D'accord, ok. C'est lui, c'est pas moi. Non, mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que oui, en fait, donc moi, j'ai pas de compte à rendre à la CGT. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que effectivement, bon voilà, l'Union départementale CGT de Paris, bah oui, ils faisaient circuler des bruits du genre les femmes de chambre sont manipulées, elles veulent pas faire grève. Pour des gens qui n'ont jamais, qui ont arrêté dès le mois d'octobre 2019 à mettre leurs pieds sur la grève, c'était quand même un peu gonflé. Ouais. Parce que de se prononcer sur une grève qu'ils ne connaissent pas, qui venaient pas, on les voyait pas. Pareil, alors, grand hommage aussi. Quel intérêt ils avaient à ça? Je sais pas. En fait, alors, là, je le sais quand même beaucoup maintenant. Non, ils voulaient clairement nous descendre, mais si tu veux, à travers ça, ils nous attaquaient à nous, les animateurs syndicaux, donc moi-même et Claude Lévy, et en fait parce que ils ont par ailleurs enchaîné les manœuvres, ils ont été derrière des manœuvres crades, donc comme je te disais, nous démandater, déposer des plaintes, mais aussi, bref, c'était juste surréaliste. Ouais. Et tout ça dans le but, si tu veux, de nous achever. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dises bon, franchement, je m'en prends assez dans la gueule, ça suffit, je lâche la lutte. Parce que eux, en fait, je sais pas, honnêtement, j'arriverai pas à comprendre. Après, il y a aussi le fait que un certain nombre de dirigeants de l'UDCGT de Paris sont aussi dirigeants de l'US Commerce de Paris, qui est censé être aussi un syndicat qui syndique dans l'hôtellerie parisienne. Donc, si tu veux, syndicalement parlant, on est sur un même champ professionnel. Ok. Voilà. Donc, en gros, quand nous, on crée des sections syndicales dans des hôtels, eux, ils le voient un peu comme genre des sections qu'ils ne vont pas avoir. Voilà.
Non, mais c'est délirant. Hein. Non, mais je te dis ça. Non, mais pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que notre syndicat fait l'objet quand même d'attaques depuis 2013. C'est-à-dire, et en fait, en 2016, la question de la radiation de notre syndicat de l'Union départementale CGT de Paris a été soumise au vote au Congrès quand même. Ah ouais. Ouais, bien sûr. D'accord. Bon, au moins le résultat du vote est non. Vous n'êtes pas radié. Bon. Bah non. Sinon, je crois qu'à suivre les recrutes. Hein. Ouais. Non, mais ce que je veux te dire, si tu veux, c'est que voilà, enfin, c'était vraiment pas facile cette grève. Elle était vraiment difficile. Elle était vraiment difficile et éprouvante, tant physiquement que moralement. Parce que quand tu fais grève et tu te fais attaquer par les patrons, excusez-moi l'expression, mais pour moi, c'est un peu de bonne guerre. C'est la lutte des classes, quoi. Oui, c'est la lutte, quoi. Voilà, c'est dur, mais c'est la lutte. Voilà, c'est des patrons, on est des syndicalistes, c'est dur, mais c'est comme ça. Mais quand en plus, tu te fais mettre des bâtons dans les roues par tes propres camarades, c'est chaud. Et voilà, et puis, par exemple, nos camarades de l'URIF, l'Union régionale CGT Île-de-France, à qui j'ai dû écrire je ne sais combien de mails, juste pour leur dire, chers camarades, peut-être que vous l'avez loupé, mais il y a la lutte des femmes de chambre de l'Ibis-Batignolles qui continue encore. Je vous envoie une série de trucs. Si vous pouvez relayer leurs actions, etc., ça serait vraiment super. No answer. Ouais, d'accord. Aussi. Okay. Donc oui, enfin, invisibilisation, bâton dans les roues, c'était hardcore. Eh bien, du coup, d'autant plus bravo à toi, à tes collègues et à toutes les femmes qui étaient dans cette lutte. Hein, parce que je ne suis pas sûr d'être moi capable de mener une lutte aussi dure. Je vais passer sur les autres questions rapidement. Alors, il y a une question qui est: comment ça se passe pour les acquis? Est-ce que seuls les grévistes ont réussi à obtenir leurs revendications? Est-ce que toutes les personnes employées en ont bénéficié? Je pense pouvoir répondre à ta place. Si je peux me permettre. Vas-y. Jamais un syndicat n'accepterait un truc comme ça. Non, mais c'est même pas légal. Mais en plus, c'est même pas légal. Voilà. Donc, non, c'est pas légal. En fait, quand tu obtiens un accord, il est applicable à l'ensemble des salariés qui travaillent sur le site. C'est là quand on parle de sous-traitance. Donc, l'accord qu'on a réussi à obtenir, il s'applique à l'ensemble des salariés de STN qui travaillent à l'Ibis des Batignolles. Mais malheureusement pas aux 4000 autres salariés qui ne travaillent pas à l'Ibis des Batignolles, mais qui travaillent sur d'autres sites. Ok, et une autre question qui revient sur justement les casseurs de grève, même si du coup, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était pas ta section syndicale, c'était pas ta section qui venait casser les grèves, c'était d'autres sections CGT qui venaient dire de reprendre la grève. Après, je vais pas m'étaler là-dessus ici. Mais en fait, en interne, on a effectivement une petite minorité qui ne nous faisait pas de cadeaux non plus. Ok. Bon. Pour rester sobre. Alors, une autre question. Quelles conséquences on va prévoir sur l'ensemble de la profession? Alors oui, petite question à non pas sur la question du Bishotel, mais on va enchaîner du coup sur le syndicalisme tout court. Il y a une question qui était... Alors attends, il faut que je la retrouve dans ce... Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver de la distribution... Alors, je vais te la dire telle qu'elle. C'est quelqu'un qui est salarié d'un hôtel. Où est-ce que je peux trouver la distribution des salaires des personnels de nettoyage en France? Il y a des grilles, des classifications. En fait, tu peux les trouver sur Légifrance. Tu vois le dernier accord sur les salaires, en fait, qui est dans la... qui est dans sur une même page que la convention collective des entreprises de propreté. Sur Légifrance, tu peux avoir la grille des salaires avec la grille des classifications et des salaires du coup qui sont à côté. C'est sur Légifrance. Okay. Mais tu peux aussi les trouver sur plein d'autres sites sur Internet. Il me semble que ça démarre maintenant à 10,44 de l'heure pour un agent de service 1-1. Ouais. Mais là, on parle de la propreté. Hein. Ouais. Et du coup, quelles conséquences on va prévoir sur l'ensemble de la profession? Est-ce que tu penses qu'il y aura des conséquences sur comme tu disais, SNT, c'est 4500 salariés. Accor, c'est... STN, pardon.
Est-ce que ça va avoir des conséquences ou alors non, c'est chaque lieu de lutte est un lieu de lutte indépendant et. Je pense qu'il peut y avoir un effet boule de neige. Mhm. Pour l'avoir vu un peu au Louvre, enfin chez le groupe Louvre-Hôtel, je pense que effectivement, il peut y avoir des luttes, en fait, des salariés, que ce soit de la sous-traitance en général ou de la sous-traitance chez le groupe Accor en particulier. Je pense que c'est quelque chose qui peut vachement inspirer en fait d'autres salariés, d'ailleurs, y compris au-delà du groupe Accor. Hein, je pense, je suis quasi persuadée par ça. J'ajouterais aussi un autre truc qui me semble assez important, c'est que, comment dire, c'est que, alors j'ai écouté une intervention de Bazin, de Sébastien Bazin, donc le PDG du groupe Accor, il y a encore à peu près un mois et demi, Mhm. où il était intervenu, je crois, sur BFM Business, mais je suis pas très très sûre. En tout cas, sur un média. Je sais plus si c'est BFM Business ou France Info, où il disait en gros lui-même qu'il fallait revoir les salaires les moins valorisés en fait du groupe, des métiers les plus pénibles, notamment les femmes de chambre, etc. Donc je pense que ils sont déjà dans une espèce de logique un peu de prévention, Mhm. c'est-à-dire où ils commencent à prendre conscience quand même que ce qu'ils font n'est pas net net. Donc je Oui, ils pense veulent se qu'il peut protéger. ouais, voilà. Oui, mais quelque part, j'ai envie de te dire, s'ils se protègent de manière à donner plus de droits aux salariés, Oui, oui, moi je c'est crache tout pas dessus, bénef, hein. hein. C'est tout Bah oui, bénef. Et complètement, tu vois. d'ailleurs, sur la sous-traitance là, tu as expliqué, c'est une question technique un peu, je crois. Tu as expliqué au départ que du coup c'est STN, pardon, l'employeur. Pardon, on va te laisser bientôt. Non, 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 vas-y, vas-y. C'est STN l'employeur, et du coup ce que vous avez obtenu comme à la sortie de l'accord que vous avez eu à la sortie de cette grève là, donc il n'y a pas longtemps. Il a été obtenu auprès de STN ou auprès de Bishotel? Oui, au prix de STN, mais Accor a signé, comme on dit, en présence. C'est-à-dire que D'accord. l'accord en question a été signé donc entre STN et les salariés Mhm. en présence de l'hôtel Ibis, la Direct et le syndicat CGT-HPE. D'accord. Donc ça veut dire que ce que vous avez obtenu pour les Oui, femmes de alors, l'Ibis-Hôtel. juste, je me permets, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, Vas-y. mais sachant qu'il est prévu dans l'accord qui a été d'ailleurs publié sur notre site, donc l'accord est Mhm. accessible hein, sur notre site www.cgthpe.fr. Vous pouvez avoir tout le détail de tout ce qui a été obtenu. Comment dire, il est prévu dans l'accord qu'il est valable au moins 5 ans. Donc pendant 5 ans, on est sûr qu'il ne peut pas être dénoncé. D'accord. Ok. Parce Et qu'en fait, il faut savoir qu'un accord, quand il est conclu, il peut être dénoncé par toute partie. Donc les salariés ou l'employeur, partiellement ou totalement. Et là, dans le cadre de cet accord qu'on a conclu, enfin qui a été donc conclu entre les salariés et la société STN, en présence et du syndicat et de l'hôtel et de la Direct, qu'il est Mhm. valable minimum 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il ne peut absolument pas être dénoncé. D'accord. Et du coup, il s'étend à tous les salariés De la société STN travaillant à l'hôtel Ibis des Batignolles. que à l'hôtel Ibis des Tout Batignolles. à C'était ça fait. ma question. Ça s'étend pas en dehors ou Non, non, non. Non, c'est des accords de site. Ouais, dommage. Tant pis. Ouais, mais C'est c'est déjà ça. malheureusement, c'est pas ça. Malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est aussi juridique. Je veux dire, de un, je peux, en fait, on peut pas parce que c'est des accords de site. Il n'y avait aucun Voilà. reproche, hein. C'était juste pour Non, comprendre mais un je veux peu dire, c'est pas les possible. détails de comment ça se Non. passe. C'était vraiment question technique. Ok. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce sujet-là particulier ou est-ce qu'on passe à la partie 2? Go. Go? Ok. Ouais. S'il y a quelque chose Donc, qui me vient, je te dirai. hein, S'il y a quelque chose qui me revient, je dirai. n'hésite pas. Donc, on va partir sur un peu le bilan de l'action syndicale sur 5 ans après la loi travail. Donc, la première, puis la deuxième, 4 ans du coup. Donc, ça fait 5 ans qu'il y a eu la loi El Khomri, dont j'ai pu découvrir les fins de mois très difficiles en faisant grève.
qui a démantelé le code du travail, clairement, Oui. suivi de l'autre loi Macron, enfin je suis désolé, Les ordonnances. Les ordonnances, merci, les ordonnances Macron. Quel bilan tu peux dresser de l'action syndicale dans ce contexte-là? Qu'est-ce que toi tu tires de tout ça? Comment vous avez avancé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a dans les méthodes de travail des syndicats et tout ça? Alors, plusieurs choses. D'abord, moi, honnêtement, je pense que l'action syndicale, tant dans la lutte contre, enfin, dans la mobilisation, la construction, en tout cas de la mobilisation contre la loi El Khomri, que sur les ordonnances Macron, était quand même extrêmement timide. Pour moi, c'est le moins que l'on puisse dire. La mobilisation n'était absolument pas à la hauteur de l'attaque. Et l'attaque, elle était absolument atroce. Parce que, en fait, si tu veux, les ordonnances Macron sont venues, comment te dire, vraiment ficeler tous les. Comment. Mais vraiment casser, enfin, mais je veux dire, limite démonter un peu le code du travail. Et tant sur le plan individuel, donc les relations individuelles du travail, que sur les relations collectives. Parce que, comment dire, sur la question des relations individuelles, donc tu as par exemple la question des fameux motifs de licenciement. Alors d'abord déjà, la prescription a été baissée à 1 an. Donc maintenant, en cas de licenciement, sachez-le, en fait, le salarié a 1 an pour éventuellement saisir le conseil de prud'homme pour contester son licenciement. Passé le délai d'1 an après le licenciement, le salarié ne peut rien faire. Voilà. Donc, typiquement, c'est quand même un gros truc, hein, voilà, de réduire le délai d'âge d'ir en justice, donc de la prescription à 1 an. Ouais. Sachant qu'il y a des gens qui se font renvoyer, je donne un exemple de quel cas ça peut être problématique, parce qu'on se dit 1 an, 1 an, il y a le temps. Il faut monter un dossier judiciaire. Oui. Ça donne 1 an pour monter un dossier judiciaire, obtenir des pièces que parfois on met 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, pour avoir vécu ça dans ma famille. Pour trouver un avocat. Pour avoir vécu ça dans ma famille, le burn-out, qui tue vraiment la moindre parcelle d'énergie chez les gens. J'ai connu quelqu'un dans ma famille qui a été pendant 2 ans et demi, complètement amorphe, complètement KO. Salut chat. Complètement à terre, et il a fallu 4 ans pour monter le dossier complet, parce qu'il y a des gens qui promettent des pièces et puis qui mettent du temps, etc., etc., etc. Et on se retrouve avec des situations où, en fait, 1 an, c'est très très court pour monter un dossier. Donc, je voulais le rappeler et l'expliquer, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, 1 an, ça va, il suffit de porter plainte. Oui, mais non. En fait, il y a tout un dossier à monter. Mais on ne sait pas effectivement dans quel contexte, etc. C'est ça. Et pour peu qu'on soit un tout petit peu fatigué, avoir peur, ça peut mettre du temps, etc. Donc 1 an, c'est beaucoup trop court. Voilà. Tout à fait. Donc, oui, non, mais complètement. En fait, il y a ça. Il y a, si tu veux, aussi le fait que maintenant, en cas de licenciement, si ta lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, tu dois envoyer un courrier à ton employeur dans les 15 jours suivant ta lettre de licenciement. Donc, déjà, j'ai envie de te dire, il faut avoir le courage quand même déjà de. Tu vois, en fait, comme tu le dis à juste titre, on a tendance à réfléchir, enfin, à voir les choses quand on est un peu quand on a le temps. On se dit, ouais, bon, je suis licencié, il a 15 jours, il écrit à l'employeur pour lui demander de préciser les motifs du licenciement. J'ai envie de te dire, oui, effectivement, il faut déjà s'en remettre du licenciement. Ouais, je confirme. C'est quand même des choses pas évidentes, surtout quand tu te fais licencier parfois à un âge avancé, suite à, je ne sais pas, par exemple, à des problèmes de burn-out, des problèmes qui touchent directement à la santé physique aussi, que ça peut arriver. Et encore, là, tu cites des cas extrêmes. Moi, je me suis fait virer plusieurs fois, parfois volontairement, parfois pas. Et je me suis fait virer une fois où j'ai été estomaqué
par la manière dont je me suis fait virer. Donc, c'était même pas un licenciement d'ailleurs, c'était une rupture à l'amiable. Hein, rupture conventionnelle. Bon, j'en ai déjà parlé dans des matinales ici. D'accord. Voilà. Donc, Et rien que ça, moi, j'étais en bon état mental et j'ai mis 2 ans et demi à comprendre ce qui m'était arrivé. Un truc comme ça. Donc, rien que ça, en étant en bon état mental. Donc, imaginez ce que ça fait sur quelqu'un qui est à plat. Voilà. Ouais. Excuse-moi. Hein, non, mais complètement, et complètement. Donc, en fait, voilà. Donc là, pour le coup. Donc, en fait, comment dire, le salarié a 15 jours pour demander à l'employeur de préciser les motifs du licenciement. L'employeur a 15 jours pour les préciser. Et donc, si tu veux, enfin, je veux dire, la lettre de licenciement ne limite plus elle-même le litige, en fait, puisque avant, clairement, ta lettre de licenciement est vide, n'a aucun motif vraiment précis. Voilà, à circuler. C'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Là, je veux dire, il y a quand même ça qui a été ajouté. Et il y a le fait que, je crois que c'est avec les ordonnances aussi ou avec la loi El Khomri qu'on est passé de 5 ans à 3 ans pour faire des, tu sais, des demandes de rappel, des demandes de rappel de salaire. Par exemple, je sais pas, un employeur. C'est pas 2 ans même? Non, c'est 3 ans. 3 ans, ok. Ouais. Non, c'est passé de 5 à 3 ans. Et voilà, il y a le fameux barème Macron, où maintenant, l'employeur, voilà, il sait déjà combien tu vas lui coûter. Il peut budgéter le fait de te virer, ouais. Bah, complètement. Là, aujourd'hui, il y a même carrément parfois des lettres types de licenciement, en fait, des lettres types aux employeurs qui peuvent envoyer aux salariés avec déjà quasi pré-rempli, quoi. Donc, c'est vrai que, voilà, déjà, voilà, une fois de plus, sur la relation individuelle, ça a quand même pas mal compliqué ces questions-là. Mais en plus, au niveau des relations collectives aussi, donc le droit syndical, etc., il y a eu quand même des sacrés bouleversements dans le secteur du privé. Notamment, maintenant, la disparition, enfin, l'unification, entre guillemets, des instances de représentation du personnel. Maintenant, il n'y a plus de CHSCT, il n'y a plus de DP, de délégués du personnel, il n'y a plus de CE, donc de comité d'entreprise. Il y a un CSE avec moins de délégués, avec moins d'heures de délégation, avec moins de moyens syndicaux pour pouvoir agir. Il y a plusieurs possibilités, notamment l'introduction du référendum dans l'entreprise pour faire passer les accords d'entreprise. Voilà, il y a ça. Il y a également donc la suppression du CHSCT qui est juste dramatique parce que pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent, en fait, le CHSCT, c'est pas comme le CSE. Le CHSCT, donc, c'est en fait le comité santé, sécurité, conditions de travail, hygiène, voilà, et sécurité au travail. Donc, qui avait avant la possibilité, y compris d'ordonner, de mettre en place des expertises quand il y avait un accident de travail ou quand il y a une réorganisation du travail, par exemple, dans l'entreprise. Parce que, je veux dire, c'est quand même aussi une instance qui avait une mission de prévention. Prévention, santé, sécurité au travail. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que le CHSCT n'existe plus, qu'en fait, il ne peut donc plus, voilà, il n'existe plus. Il n'y a que le CSE qui existe. Et en fait, dans le CSE, il peut y avoir ce qu'on appelle des commissions santé et sécurité, hygiène, santé et sécurité, la CSSCT, dans les entreprises de plus de 300 salariés. Oui, donc les autres, déjà, c'est balayé. Voilà. Primo. Et secondo, la CSSCT, elle n'a pas de mission, elle ne peut pas ordonner d'expertise. Et il n'y a que le CSE qui peut demander une expertise, mais dans le cas où il ordonnerait ou il commanderait une expertise pour les conditions de travail, accident de travail ou quoi que ce soit, il doit participer au budget. Il y a il faut vérifier l'information, je ne suis pas très sûre, mais il me semble que la participation du CSE est de l'ordre de 10 ou 20%. En fait, sur leur fonds propres du CSE, qui ont eux-mêmes un budget réduit.
Tout à D'accord. fait. Donc on les a bien ligotés les mains. Voilà. Et alors, je termine. Alors, je connais pas complètement non plus toutes les. Parce que tu sais, en fait, moi, j'ai envie de te dire aussi un truc qui me semble assez important. C'est que malheureusement, avec les ordonnances Macron notamment, on découvre en marchant. Tu as un tas de choses aussi que tu découvres en ayant des cas pratiques, en allant chercher. Comme avec les lois Sarko, quoi. C'est ça. C'est qu'en fait, en réalité, il y a des camarades, notamment de l'UGIC, qui ont fait un travail absolument génial de décortiquage, décortication, je sais pas comment on dit. Voilà. Ils ont décortiqué les ordonnances Macron. Et c'est franchement, allez sur leur site si vous voulez avoir vraiment des détails, en fait, notamment sur la question des accords d'entreprise, comment c'est fait la remise en cause du principe de faveur et de la hiérarchie des normes. En fait, il y a quand même, entre guillemets, dans la juridiction, la législation française, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, donc et qui marche un peu de pair avec le principe de faveur, c'est que il y a la loi, il y a les accords de branche, et après il y a les accords d'entreprise. Il y a des choses, des objets, des questions qui relèvent soit du champ de la loi, soit du champ de la négociation collective, donc de branche, soit de la négociation de l'entreprise. Et en fait, il y avait des choses sur lesquelles la loi, il n'y a pas de dérogation possible, entre guillemets. Voilà. La loi, c'était la base, et ensuite les accords pouvaient être vers le mieux, mais pas vers le moins disant. Voilà. Et du coup, effectivement, c'est là où intervient justement le principe de faveur, où on applique au salarié ce qui lui est le plus favorable. On l'appelle le principe de faveur. Et donc maintenant, avec les ordonnances Macron, il y a vraiment un chamboulement, à tel point que, par exemple, un des trucs qui a été mis en place par les ordonnances Macron, il faudrait que je vous retrouve le texte, mais les fameux accords de compétitivité. Oh, ça sent mauvais, ça, comme nom. Voilà. Alors, excusez-moi. Non, mais je t'en prie. Donc, comment dire, en fait, c'est en gros, c'est des accords de performance, hein. Ça s'appelle les accords de performance collective. Et en gros, c'est la possibilité qui est offerte à l'employeur de négocier des accords qui dérogent à tout, à la mobilité, à la durée du temps de travail, y compris au salaire, donc de les ramener au minima hiérarchique. Et donc, c'est une possibilité qui est offerte à l'employeur, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a avant, seuls les délégués syndicaux pouvaient conclure un accord d'entreprise. Et maintenant, avec déjà la loi El Khomri, mais après avec les ordonnances Macron, ça s'est vraiment renforcé, on a introduit notamment les référendums. Et quand on connaît notamment les petites entreprises où il n'y a pas beaucoup de salariés, où ça marche beaucoup au chantage, où j'ai envie de dire, voilà, parfois ça peut être vraiment très, très violent. À l'affectif aussi, même sans ça, bah à l'affectif. Oui, tout à fait, ils jouent surtout de toute façon. Hein. Et donc, ce qui est quand même extrêmement dangereux, si tu veux, c'est que ces accords s'imposent, y compris au contrat de travail, se substituent de droit au contrat de travail. C'est-à-dire qu'en gros, même si ton contrat de travail stipule des choses plus favorables, eh bien l'accord, il peut se substituer de droit à ton contrat de travail et tu as le droit de refuser. Tu as un mois pour refuser, mais si tu refuses, tu peux être licencié pour cause réelle et sérieuse. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même si tu vas devant les prud'hommes pour dénoncer, pour dire moi sur mon contrat, j'avais pas signé ça, là on a modifié mes conditions de travail, mon salaire, etc. Eh bien, tu es débouté d'avance. Oui, c'est ça. Et rappelons d'ailleurs au passage que la réforme de l'assurance chômage n'est que repoussée et que la lutte n'est pas finie. Absolument. Absolument. Donc, en fait, si tu veux, voilà. Donc, c'est vraiment des choses aussi. Parce que moi, dans le secteur de l'hôtellerie, je t'avoue que les accords de performance collective, les APC, là, en fait. Ah oui. Donc, ce que je viens d'expliquer, c'est les accords qui s'appliquent de droit. En fait, je veux dire, on les avait pas. On les avait pas vraiment connus, en fait. Mais là, avec notamment
la pandémie et tous les plans de licenciement qui ont été mis en place, etc. C'était, comment te dire, c'est vraiment quelque chose qui est très largement mis en place par les employeurs de manière à pouvoir remettre en cause les conditions de travail, les salaires, etc. Et il y avait aussi une disposition qui, elle, est passée complètement à la trappe, qui est quand même très, très, très dangereuse. C'est que avant déjà la loi El Khomri, avant même la loi Rebsamen de 2015, les salariés de la sous-traitance avaient ce qu'on appelait le droit d'option pour ce qui est des élections professionnelles. Ce que je voulais dire en fait tout à l'heure sur ce qui est un peu passé à la trappe malheureusement, alors que très franchement c'est quand même très très balèze comme disposition, c'est qu'il faut savoir que les salariés de la sous-traitance en fait avaient donc ils avaient ce qu'on appelle le droit d'option. Dans le cas des élections professionnelles, ils pouvaient voter ou se présenter aux élections professionnelles soit chez leur employeur juridique, donc le sous-traitant, soit chez le donneur d'ordre, l'hôtel. Oui, ça c'était au choix du salarié. Tout à fait. Ils pouvaient voter ou se présenter aux élections. Donc, et l'éligibilité et l'électorat. Et en fait, alors déjà, on a commencé à leur retirer ce droit avec notamment la loi Rebsamen en fait qui concerne l'unification des instances de représentation du personnel pour les entreprises de moins de 200 salariés, ce qu'on appelle les DUP, les délégations uniques du personnel, où en gros on a dit les salariés de la sous-traitance sont électeurs mais pas éligibles. Donc on a commencé à leur retirer ce droit-là, à l'éligibilité. Et en fait, il y avait une jurisprudence, il me semble même que c'est rentré dans la loi, où on interdisait aux salariés de la sous-traitance de se présenter aux élections du donneur d'ordre, mais du CE, donc du comité d'entreprise. Mais les salariés de la sous-traitance, ils pouvaient être électeurs et être éligibles pour les élections de DP, donc de délégués du personnel. Donc ceux qui, concrètement, parlent des conditions de travail des salariés, voilà. Ou CHSCT, c'était pareil. Comment dire, non, enfin les DP principalement. Donc en fait, comment dire, donc ils avaient ce droit d'option. Maintenant, avec les ordonnances Macron, il y a unification des IRP, donc des instances de représentation du personnel, et les salariés de la sous-traitance sont tout simplement exclus de l'éligibilité aux élections professionnelles. Non, ils peuvent voter, mais ils ne peuvent pas se présenter. Donc concrètement, nous, par exemple, ce qu'on a toujours pratiqué syndicalement, c'est que comme les salariés de la sous-traitance pouvaient se présenter aux élections du donneur d'ordre, donc du lieu où elle travaille, eh bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur disait, c'est là où il faut voter et c'est là où il faut se présenter parce que vous aurez des délégués sur l'hôtel qui sont en contact des salariés, qui vont pouvoir porter les revendications des salariés, y compris chez le donneur d'ordre. Donc, là où ça se passe, quoi. Et ça permettait aussi de contourner, les syndicats mafieux du nettoyage, CGT comprise. Parce que, comme je te dis, c'est quand même un gros truc. Donc, d'échapper aussi à ces syndicats complètement corrompus et à la solde des patrons. Et maintenant, avec les ordonnances Macron, les salariés peuvent voter, mais ils ne peuvent plus se présenter. Donc, ils sont complètement soumis aux syndicats du nettoyage qui sont complètement corrompus. Ok, c'est bizarre d'avoir le droit de vote, mais pas de représentativité. Oui, mais en fait, je suis d'accord avec toi. Et surtout que c'est très pervers, parce qu'on fait semblant de donner aux salariés de la sous-traitance un droit d'option concernant le vote. Sauf que si tu votes chez le sous-traitant, ou si tu te présentes aux élections chez le sous-traitant, ben, de fait, tu perds ton électorat chez le donneur d'ordre. C'est bon, tu as exercé ton... Ouais, Tu peux pas te présenter sans voter ne serait-ce que pour ta tranche. Je veux dire. Bah, ça n'a pas de sens en fait. Bah, je suis d'accord. Moi, tu prêches une convaincue. Hein. Faut expliquer ça à Macron. Moi. Non, bah, encore une fois, on voit à quel point il aime bien la démocratie, que ce soit au sein de l'entreprise ou dans la société. Mais si tu veux, le plus atroce, c'est que là, concrètement, il prive les salariés de la sous-traitance d'un réel droit d'option et de la possibilité de faire porter leurs revendications dans l'établissement où ils travaillent. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, la réalité,
c'est qu'une entreprise comme STN n'a pas plus de 24 délégués, il me semble, 4000 salariés quand même. Ça fait pas beaucoup. 3000, parce qu'en fait, quand on fait, entre guillemets, le calcul des salariés, on ne réfléchit pas en termes de salariés physiques, on réfléchit en termes d'ETP, équivalent temps complet. Voilà. En gros, voilà, c'est Je que vois. c'est C'est le nombre de personnes n'est pas équivalent au nombre de temps complet. voilà, c'est ça. Voilà. Donc en gros, enfin, on réfléchit en termes de temps. Et donc, en fait, chez STN, ça fait à peu près 3000 ETP. Tu vois. Donc concrètement, ils ont quand même réussi à négocier. Et en fait, STN, ils sont installés un peu partout en France. Hein. Ils ont des sites à Marseille et ça. D'ailleurs, on était allé voir les salariés de STN qui travaillent à l'hôtel Novotel du Prado à Marseille pour les soutenir, qui étaient en grève de mémoire. Je crois que c'était en septembre dernier ou en octobre dernier. Quand Non, tu pas en dis septembre. c'est avec les femmes de chambre de l'hôtel Ibis. Et l'hôtel Ibis. Voilà. Donc, si tu veux, concrètement, ils ont des hôtels et des sites un peu partout en France. Et ils ont quand même réussi l'exploit d'avoir un seul CSE pour partout en France. Ouais. Avec genre 24 délégués qui vont se balader un peu partout. Ouais, c'est simple. C'est simple. Hein. Moi, je suis à Brest. Je suis sûr qu'il y a des gens ici. Ils sont très contents d'avoir quelqu'un à Marseille pour les représenter. Non, mais ok, je vois le. Non, mais tu vois un peu le truc, quoi. Et du coup, tu vois aussi un peu l'utilité. Ouais, réelle. Oui, c'est la casse sociale, tout ça, comme d'hab, quoi. Le fameux refrain habituel. Et juste pour répondre vraiment à la dernière question, du coup, comme je t'ai dit, moi, je suis donc. J'ai pas fait de droit, en fait. Mais j'ai vraiment appris sur le tas. Parce que notamment, j'ai fait pas mal de défense syndicale. Donc, c'est vrai que moi, j'ai plus. Je mémorise, je dirais, plus en cherchant, en fait. Et c'est vrai que j'ai fait. Pardon, bah oui, enfin, des cas. Tu fais une. Bah oui, je fais des recherches, je fais une enquête. Mais c'est vrai que j'ai fait aussi des formations, au syndicat, en fait, sur la logique du droit, pour savoir aussi comment chercher. Parce que c'est pas évident non plus de prendre le code du travail et se mettre à chercher, ou de comprendre ce que c'est une jurisprudence, comment lire une jurisprudence, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même un apprentissage. Je disais que voilà, j'ai appris sur le tas. Donc, je connais pas du tout le code du travail par cœur. Je suis pas une juriste, voilà. Mais c'est plus voilà de l'apprentissage sur le tas, parce que voilà, concrètement, quand tu dois répondre à des courriers d'employeurs ou faire des courriers à des employeurs ou à préparer une grève ou à faire de la défense des salariés, en fait, tu as. Ouais, et moins il y a de monde, plus c'est difficile, quoi. Même logique habituelle, quoi. C'est pareil avec les inspecteurs du travail. Je vois le terme inspecteur passer dans le chat. C'est pareil, les inspecteurs du travail, on en réduit, donc forcément, il y a moins d'inspections au travail. C'est la même logique. Tout à fait. Et puis, il y a des réorganisations qui sont assez costauds. C'est balèze. Bon, il est 23h45. Tu as enchaîné ton travail avec ici. Je pense qu'on peut te libérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation. Merci. Bonne soirée à toutes et tous. Du coup, bonne fin de soirée plutôt. Et puis à bientôt dans les luttes. À la fois, les attaques sur la retraite et sur la réforme chômage sont malheureusement toujours à l'ordre du jour. Donc, il faut vraiment garder l'œil ouvert et être prêt à descendre. Et syndiquez-vous. Syndiquez-vous, tout à fait. Merci d'avoir été présent malgré les retards, tout simplement. On peut dire merci à Siaya d'avoir contacté Tiziri parce que c'est elle qui a lancé le truc. Pour ceux qui découvrent la chaîne ce soir, ici on fait des matinales en plus des interviews et des matinales le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Matinale d'élèves tard de 9h à 11h. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, le 6 juillet, nous recevrons un employé de Pôle emploi, justement. On abordera notamment le traitement de comment ça s'est passé à Pôle emploi pendant le Covid, pas que, mais moi j'étais parti pour te poser des questions sur autre chose, sur notamment la réforme du chômage, etc. Mais la personne que j'ai en contact m'a dit non, il faut qu'on parle du Covid.
Donc, on va parler du Covid, entre autres, au sein de Pôle emploi. Mais on va parler d'autres choses, hein, vous inquiétez pas. Il n'y aura pas que ça. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner, à donner des dons sur Tipeee. Kenavo à tous, bonne soirée, merci d'avoir suivi ce live. À jeudi. Passeranno, ti diranno che